Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour l'émission Twitch de Mediapart sur J'ai mis la caméra à peu près. Hello tout le monde. Salut. Alors, Anne, je vais te présenter. Merci à tous et à toutes d'être là. Voilà, j'espère que vous entendez Anne correctement. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son. Abonnez-vous matin, c'est tous les vendredis de 10h, normalement là c'est 10h13, mais bon normalement c'est 10h à midi avec notre invité en première partie, et en deuxième partie ce sera la revue de presse. À suivre aussi bien sûr, abonnez-vous avec ma collègue Anna, c'est le lundi à 18h avec les journalistes et les membres de la rédaction, mais aussi toutes les personnes qui font vivre Mediapart. Je rappelle qu'il n'y a pas de sub, pas de cheers, pas de bits, tous ces termes de Twitch. Ici, l'accent anglais est incroyable. Ici, c'est que vos abonnements qui nous font vivre à Mediapart. Est-ce que j'ai le abonnez-vous? J'ai le abonnez-vous. Et je reçois aujourd'hui Anne Mostard. Salut. Salut tout le monde. Donc tu es conférencière et formatrice en harcèlement au travail, et on va parler notamment de la création de Balance ton agency, qui est ton compte Instagram que tu as créé en 2020. Est-ce que je peux mettre une capture? Évidemment, la capture ne marche pas, c'est formidable. Ça fonctionne, la technique n'est pas avec nous ce matin. La technique n'est pas avec vous, mais là pour le coup, cette fois-ci c'est de ma faute, là pour le coup. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On va parler de lanceurs d'alerte, on va parler de VSS, de harcèlement, de formation, on va parler de questions de pression aussi sur les personnes qui lancent l'alerte sur ces questions-là en ligne. On va parler de plein de choses ce matin. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, incroyable. Trop bien. Et voilà, on va mettre quelques posts, en plus il y a ma tête dessus. Voilà. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, donc Balance ton agency, c'est un compte au départ que tu avais créé pour dénoncer les comportements toxiques en général dans le monde des agences de publicité et de communication au sens large. Toi, tu as travaillé dans ce milieu-là, évidemment, c'est pour ça que tu as commencé à parler de ça. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu la création de ce compte? Comment t'es venue cette idée et pourquoi tu as lancé ce concept de Balance ton agency? Tout à fait. Alors moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la pub, donc dans des grosses agences de pub telles que par exemple Publicis, puis dans des plus petites agences de pub. Et en fait en 2020, donc en 2020 on se rappelle tous et toutes, c'était le Covid, j'ai fait un burn-out en fait en février 2020. Un burn-out à cause d'une charge de travail assez conséquente. Et puis pendant les 6 mois qui ont suivi ce burn-out, en 2020, en fait j'ai eu très envie de mourir, clairement, si on peut dire les termes ce matin. Et je me suis dit, après ces 6 mois horribles de burn-out, parce que c'est vraiment comme une destruction intérieure, c'était très difficile, je me suis dit qu'il fallait quand même créer à un moment donné un endroit sur Instagram, une sorte de safe place, où on peut se dire, tiens, quelle agence de pub, de com, à ce moment-là c'était vraiment ça, est safe. Où est-ce qu'on peut aller sans vraiment risquer sa vie? Et en fait, j'ai créé Balance ton agency, j'étais dans mon canapé, et en gros, il y avait Balance ton agence qui était déjà pris, c'est vraiment sort nul. Et j'ai créé Balance ton agency, un soir, et en fait, le lendemain, on était à peu près 2000. Et puis, 2 jours après, on était 20 000, 30 000, donc c'est vrai que ça a quand même... Il y avait un besoin de prendre la parole sur ces questions-là? Oui, en fait, il y avait moi j'ai compris assez vite qu'il y avait un sujet, et notamment une omerta en fait, puisqu'il y avait quand même MeToo qui est arrivé avec Balance ton port aussi et Sandra Muller quelques années auparavant, et en fait on n'avait pas vraiment de MeToo entre guillemets dans les secteurs, dans le monde du travail. Il y avait à ce moment-là déjà Balance ton stage qui existait. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait peut-être qu'on le fasse aussi pour le monde de la pub et de la com. En plus, c'est vraiment le monde un peu cool, un peu où il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, donc forcément aussi beaucoup de dérives du genre. Et évidemment, en fait, il y avait une vraie volonté de parler et une vraie volonté de témoigner. Ah. Qu'est-ce qui est revenu beaucoup dans les témoignages que tu as reçus au départ? Au départ, c'était beaucoup de harcèlement sexuel en fait, puisque effectivement dans la pub, on a quand même un peu, on avait, je sais pas si on peut parler au passé, mais un peu les vieux de la vieille qui étaient tout en haut, qui étaient là depuis les années 80-90 où on était vraiment dans le tout est permis. Et puis on vient un peu secouer ce milieu qui a tout permis pendant très longtemps. Et c'est vrai que les témoignages en fait se rapprochaient beaucoup du harcèlement sexuel, même d'agression sexuelle et même parfois de viol.
Et très vite, d'ailleurs, tu as eu des pressions pour ce que tu as fait. Alors, au départ, ton compte était anonyme et je crois que tu as été un peu poussé, un peu contraint et forcé à révéler ton identité quelques mois après la création de ton compte. Est-ce que tu peux raconter un peu cette histoire? Oui, exactement. En fait, un an après, donc effectivement, moi, je balançais des agences et est arrivée en fait une attaque en diffamation d'une personne chez qui j'ai travaillé d'ailleurs. Et en gros, voilà, il attaquait en diffamation parce que, en fait, avec les témoignages, on avait annulé le rachat de sa boîte à 2 millions d'euros à l'époque. Et forcément, en fait, il avait l'impression que, il avait un peu un sentiment que j'étais derrière. Et en fait, en gros, en m'attaquant en diffamation, il a forcément fallu remonter mon adresse IP pour que je puisse aller à ce procès. Et en fait, quand il a eu mon identité, il a décidé de la divulguer à tout le monde en message privé au patron d'agence. Et quand j'ai reçu des messages qui me disaient alors c'est bien toi Anne Boistard derrière le compte, j'ai commencé à paniquer. Et en fait je me suis dit il faut que ce soit, faut qu'en fait l'histoire c'est moi qui la contrôle et il faut que ce soit moi en fait qui donne mon identité aux gens qui me suivent. Et j'ai appelé donc un journal à l'époque qui a bien voulu dévoiler mon identité et en fait voilà je suis sortie de l'anonymat mais malgré moi. T'as été surprise toi par cette violence des réactions face aux témoignages, face aux paroles que tu as recueillies? Tu veux dire les violences des réactions? Les violences des réactions des agences, les attaques que tu as eues? Ah bah oui, moi j'ai 7 procès en diffamation, donc c'est quand même énorme. Après, c'est vrai qu'il y a une cinquantaine d'agences qui sont passées par le compte. Moi, je suis surprise en fait de la non-remise en question, surtout après 10 ans de libération de la parole. Je suis surprise en fait de la réaction effectivement qui ressemble à une réaction de violence et une réaction de en fait le problème c'est pas moi, le problème c'est ceux qui dénoncent. Donc je suis surprise et pas tant étonnée que ça non plus quand on voit aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà forcément je réponds à ces attaques, je vais au procès mais aujourd'hui ça me coûte quand même 45 000 euros. Donc il y a une vraie volonté aussi en fait de financièrement en fait m'atteindre parce que ça a quand même un coût et aussi de moralement et mentalement m'épuiser. C'est le procès Bayon Oui, ça ressemble clairement à des procédures Bayon. Il y a quand même des agences, après avoir été sur le compte, qui ont décidé de se remettre profondément en question et qui ont même parlé dans des journaux spécialisés. Pour dire que, en fait, oui, il fallait tout revoir, il fallait revoir un secteur entier. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, on sait, la justice, elle n'est pas forcément très rapide. Donc, c'est-à-dire que pour des propos que j'ai tenus en 2020 ou pour des stories que j'ai partagées en 2020, je vais avoir des procès en 2026. Donc, c'est quand même assez compliqué. Donc, voilà. Ouais, et puis encore récemment, tu as eu un procès en diffamation avec un verdict. En plus, tu as été en partie, je crois, condamné pour des plaintes de diffamation. Et donc, ça, c'est des choses qui sont extrêmement coûteuses et qui pourraient te faire dire est-ce que je continue sur le même ton, est-ce que je continue à faire ça quoi. Mais complètement. En plus, c'est vrai que, en fait, en général, c'est vrai que je gagne, je suis relaxée et je gagne les procès, on va dire. Mais en fait, il y a l'article 700, le fameux article 700, c'est-à-dire que quand on gagne un procès, on est remboursé des frais de justice. Et en fait, moi, il saute à chaque fois. Il saute à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on arrive à quasiment 45 000 euros. Et puis on a la partie, quand elle perd, la partie adverse qui fait appel. Donc c'est-à-dire qu'il faut refaire un dossier, donc il faut effectivement repayer aussi une avocate qui me fait déjà des prix très sympas, mais qui a quand même 7 dossiers avec moi, assez compliqué. Donc oui, voilà, financièrement c'est très coûteux. Ouais. Et tu parlais du début, en disant qu'il n'y a pas de remise en question, c'était quand même il y a maintenant quelques années, en 2020, que tu as créé ton compte. Est-ce que toi tu vois une différence maintenant dans les réactions, dans les retours que tu as, même dans les témoignages? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé quand même? Oh oui, heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais pas tenu aussi longtemps. Il y a quand même une volonté de changer, il y a quand même une vraie remise en question, il y a des lignes qui bougent, et puis il y a aussi la ACC qui est un organisme en fait, normalement, c'est une sorte de syndicat patronal des agences de pub, qui en fait met en place un baromètre aussi pour prendre un peu la température dans les agences. Et en fait, on voit avec ce baromètre qu'il y a effectivement des choses qui ont bougé, mais qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Et ça, on le voit dans tous les secteurs, et même, voilà, encore une fois, avec l'actualité, on voit qu'en fait, ça bouge, mais pour certains et certaines, pas assez vite, évidemment, parce qu'il y a une question de mentalité aussi à faire évoluer. Donc ça prend du temps. Donc pour les personnes qui ont vraiment envie de changement, c'est toujours beaucoup trop long, et trop lent. Et bon, voilà, on fait avec. Il y a Takemaro qui pose une question, il dit pourquoi est-ce que ça saute? Je suppose que tu fais référence au remboursement des frais de justice. Pas au live. Pas au live, j'ai eu un peu peur, mais je me suis dit non, c'est bon, c'est pas ça. Sinon plein de monde aurait mis un message. Pourquoi ça saute? Parce qu'en fait, la plupart du temps, les juges estiment que les agences qui m'attaquent sont quand même dans leur...
que ce sont des demandes qui sont légitimes Ouais, en fait du côté des oui voilà, c'est pas des procédures abusives. En fait, c'est vrai que bon, parfois quand je me mets sur une agence, il va y avoir quand même beaucoup de stories, beaucoup de publications, donc un côté aussi pour mettre la pression en face, pour que ça bouge. Et donc pour les juges, en plus, on est quand même sur une justice sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu nouveau de relaxer des lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils estiment que effectivement les agences sont quand même légitimes de m'attaquer et que ça ressemble pas, comme tu disais, à des procédures abusives. Donc l'article saute. L'article saute à chaque fois ce que tu disais. À chaque fois. Et toi en plus, après, on pourrait dire que ce que tu fais, c'est du name and shame. En fait, tu donnes le nom des agences et tu expliques ce qui va pas. C'est effectivement quelque chose qui peut être très efficace, mais aussi évidemment qui crée des contre-coups assez importants, comme tu l'as expliqué sur les procès. Oui. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait, le name and shame, il fait un peu peur, c'est pour ça que je l'utilise aussi. Alors, c'est pas vraiment que pour faire peur, mais en effet, les agences, elles ont aussi peur pour leur image, donc le fait de les nommer, ça peut faire bouger les choses plus vite quelque part. Donc pour moi, c'est assez important, en fait, de faire, entre guillemets, du name and shame. On parlait pas mal des agences, mais je vais remettre un peu ton compte. Et là, on voit que sur les posts récents, il y a un peu de tout. Alors, il veut absolument pas que je me sois sur Insta sans me connecter. Tu te connectes. Il faut que je me connecte. Il faut que tu t'abonnes. Et on voit que en fait, tu parles de beaucoup de choses maintenant. Hein. Ouais, c'est moi qui mets la pression. C'est Insta qui est pas content. Tu parles de l'affaire Bruel, tu parles du sexisme à Roland Garros, tu as fait des événements avec des questions sur les violences en cuisine. Il y a aussi un compte qui s'appelle Jeudi non chef qui existe sur le sujet. C'est un élargissement parce que tu parles de différents autres secteurs sur la question des VSS au sens large. Comment c'est arrivé ça? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu parles plus que uniquement du secteur des agences? Alors en fait, c'est parce que quand on parle de VSS, on parle d'un système. Donc c'est très difficile de rester cantonné à son secteur. C'est vrai que moi ça fait 6 ans que je fais ça sur mon secteur et c'est vrai que parfois je dérive un peu. Mais parce qu'en fait c'est difficile de penser aux violences sexistes et sexuelles sans penser à un système global. Et quand on voit que ça touche tous les secteurs et qu'on est nombreux et nombreuses en fait à avoir des comptes comme Jeudi non chef comme tu disais qui est tenu par Camille Moncarnet par exemple ou MeToo Média, enfin Musique Média, Musique Tout avec Jean-Michel Journet. En fait on voit que voilà on a des comptes qui s'attaquent à plusieurs secteurs et en fait ensemble on peut aussi se dire que notre force en tout cas, c'est qu'à plusieurs, on peut aussi penser aussi à plus haut, donc au système. Et donc moi, c'est vrai que je sors souvent des agences de com et de pub, parce qu'en fait, on voit que que c'est partout, tout le temps, et qu'il faut penser parfois plus large aussi pour pouvoir toucher un public plus grand. Et ça, tu l'as fait de façon consciente, ce changement éditorial, ou c'est juste en rencontrant des gens au fil du temps Non, pas du tout. C'est vrai que pour l'affaire Patrick Bruel, c'est quand même national et on a envie aussi de s'emparer du sujet. Il y a, par exemple, alors pour Merwan, c'est très différent. Merwan, c'est Ah oui, on va en parler. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est un peu de toi que les choses sont parties. Mais après, il y a eu une enquête, mais... Oui, c'est vrai qu'on va en parler après. Mais oui, voilà, Patrick Bruel, par exemple, c'est national, donc je m'y suis attaquée. Et puis pour Paul Marius, à l'époque, donc Paul Marius, c'est en fait une entreprise de sac à main qui est basée à Rouen. Et en fait, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un petit encart question quelle est l'agence dont vous avez envie de parler ou l'entreprise dont vous avez envie de parler. Et j'ai reçu tellement de témoignages sur Paul Marius que je me suis dit en fait, il n'y a pas vraiment de compte Instagram plus global sur les entreprises. Donc du coup, je me suis dit, je vais y aller, parce que c'est quand même assez connu en plus. Et en effet, après il y a eu beaucoup de témoignages, et puis après il y a eu un procès en diffamation, et puis après il y a un appel. Mais oui, voilà, parfois c'est vrai que je sors de mon scope. Ouais. Mais tu fais aussi un peu de la revue de presse au final, parce que tu reprends les enquêtes de journalistes, tu fais des posts dessus pour un peu les résumer, les faire connaître, c'est aussi un autre type de travail. Oui, et puis parfois, en fait, notamment là, pour Havas, ça c'était un gros poisson. En fait, Havas, qui est une grosse agence de pub, un grand groupe, en fait, on s'est mis après avec une journaliste de Mediapart à travailler ensemble, un peu main dans la main, pour que moi je lui envoie en fait les victimes de ce groupe et ensuite cette personne sorte un article qui faisait quasiment 10 pages à la fin qui révélait des choses très très graves de la part des directeurs du groupe. Donc oui, en fait il y a à la fois de mon côté parfois un travail journalistique dans le sens où je recoupe aussi les témoignages, où je vais vérifier aussi quelles sont les personnes qui me parlent et puis ensuite quand moi je publie des témoignages, il y a des journalistes qui peuvent parfois se rapprocher de moi pour qu'ensuite on puisse faire quelque chose de plus poussé. C'était avec Redija, c'est ça Exactement, c'était avec Redija. Je vais mettre l'article puis je vous le mets dans le chat si vous voulez.
C'est un article qui date de 2022 pour le coup. Oui, ça date de 2022, mais en fait, dans cet article, ce qui était hyper intéressant, c'était que là, on pouvait voir, enfin, elle a réussi à voir qu'en fait, on achetait dans ce groupe-là le silence des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu des femmes qui avaient été victimes de viol, et en fait, au moment de leur départ, et pour pas qu'elles parlent, on leur faisait signer des clauses où on leur demandait évidemment de ne pas parler leurs proches à des médias et ils leur donnaient un chèque de 200 000 €, enfin c'était des gros chèques pour acheter leur silence. Donc c'était très intéressant de voir aussi à quel point on pouvait acheter le silence des femmes pour que l'image en fait de ces groupes-là par exemple soit maintenue, quoi, enfin soit positive, continuer à être positive. Un peu des procédures à l'américaine, complètement. l'accord de non-diffusion, ce genre de choses. Oui, bien sûr, complètement. Et puis on entend que ces femmes-là puissent accepter parce que quelque part, en fait, quand on reçoit des chèques aussi de cette hauteur-là, ça veut dire que, en fait, on a été victime. En fait, ça veut dire, en effet, je reconnais que, en fait, qu'il y a eu un problème et que, tu as été victime. Ça peut être aussi une forme de réparation pour elle, mais... Ouais, une forme de justice privée. Une forme de justice privée, oui. Parce que de toute façon, ça se règle en général à l'amiable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de procès prud'homaux, mais il me semble que quasiment 80% des cas, avant d'aller au prud'homme, ça se règle à l'amiable avec l'entreprise. Donc les victimes aussi, elles peuvent, par le biais effectivement d'un échange financier, se dire en fait on a reconnu mon statut de victime quelque part. On a un peu évoqué 200 000, je comprends, dit Cameroun, puis vu la gueule de la justice, pas sûr que tu t'en sortes avec autant ou même avec quoi que ce soit. Oui, c'est sûr que évidemment, je pense que tout le monde ici peut comprendre pourquoi à un moment donné une personne accepte de signer ce genre d'accord, bien sûr. Je propose qu'on en a un petit peu parlé, mais qu'on parle de l'affaire Merwan, parce que je l'ai évoqué un petit peu. Merwan Bonecraft, qui est donc un chef cuisinier, ancien candidat de Top Chef. Et il se trouve que là, il y a eu une enquête de l'Obs récemment sur des accusations de harcèlement sexuel, de violence vis-à-vis de ses employés. Il y a une dizaine de témoignages, si je dis pas de bêtises, d'ex-employés. Et en fait, il se trouve que, moi j'ai vu sur Insta un petit peu ce qui se passait, parce qu'il a posté avant cette enquête une story où je crois qu'il se moquait de quelqu'un qui partait en arrêt ou quelque chose comme ça. Et tu avais réagi et il avait immédiatement répondu de façon extrêmement violente. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi un petit peu comment il peut, en grattant à peine, tu peux participer à faire émerger un sujet, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi. La réaction en face, elle est jamais aussi virulente parce qu'ils s'imaginent. Ils se disent que s'ils réagissent de cette manière-là, en fait, ça va être plus coûteux en termes d'image qu'autre chose. Donc j'ai très rarement des réactions telles que la réaction de Merwan. Donc en fait, effectivement, comme tu disais, il avait posté une story où en fait il avait reçu un message de la part, alors je sais pas si c'était un salarié, mais en tout cas de quelqu'un qui allait peut-être commencer le travail et allait commencer à travailler dans sa boulangerie. Et en fait il disait désolé, la veille je peux pas venir parce qu'en fait je fais une crise d'anxiété généralisée. Et en fait, comme il est, je pense, psychophobe, après ce qu'on a pu lire, il a décidé de se foutre de sa gueule devant tous ses abonnés. Je crois qu'à l'époque, il en avait à peu près 100 000. Et de dire, en fait, où va la France si on est en guerre, à quoi on doit faire face à des gens très fragiles et on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. La guerre et la pâtisserie, c'est la même chose. Ouais, c'est avec des trompe-l'œil que tu vas sauver la France que j'avais répondu. Et en fait, non, en gros, moi on m'a envoyé ça, en fait. J'ai pas eu le temps de le traiter tout de suite et en fait une semaine après je me suis dit tiens c'est le moment, je vais faire une petite vidéo en 2 secondes pour réagir à ça. Donc j'ai juste fait une petite vidéo humoristique pour dire en fait toi non plus tu vas pas sauver la France avec ta boulangerie et puis c'est pas normal en fait d'afficher comme ça ces salariés devant les milliers de personnes. Et puis il a réagi en m'écrivant en privé. Oui. En privé, par un message privé en disant tu vas voir ce que je vais te faire, t'es pas prête, sac à merde. Après il m'a donné des noms un peu d'espèces de pâtisseries, de trucs culinaires. C'était assez original parce qu'on m'avait jamais traité de rutabaga des crépis par exemple. donc voilà, après j'avoue que quand j'ai reçu ça, moi j'étais chez moi, il était je sais pas 20h. Et en fait quand on a ce genre de message, parce que moi en 6 ans j'ai jamais eu ce genre d'affront on va dire, on se dit on est quand même face à quelqu'un prêt à tout. Et puis en plus pas vraiment provoqué quoi, t'as fait la vidéo, tu l'as pas insulté, tu l'as pas envoyé de message en privé. Non pas du tout, pas du tout, c'est une petite vidéo humoristique comme on peut faire toutes et tous sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit si j'ai une réaction comme ça en fait de quoi il peut être capable, c'est assez flippant. Et puis tout de suite, je me suis dit, je vais faire une vidéo en fait avec ce qu'il m'a écrit en privé. En plus, il m'avait dit, mets ça en story s'il te plaît. Donc j'avais carrément son accord pour divulguer une conversation privée, c'était parfait. Et en fait, pour pas être seul avec ces messages-là qui faisaient quand même peur,
en fait j'ai fait une vidéo. Et puis là, effectivement, les réactions se sont pas faites attendre. Et puis après ça, j'ai reçu des dizaines de témoignages de personnes, même de ces ex-compagnes, des choses très très graves, des femmes qui m'ont croisée sur des applis de rencontres, qui disaient qu'elles avaient reçu des photos en fait à caractère sexuel non sollicité, comme ça, un peu débeutées et tout. Et en fait, il y avait vraiment, comme tu disais, c'était la partie énergie de l'iceberg, c'est-à-dire que tu te dis, bon en fait j'ai ça, et en fait quand on publie et quand on publie des stories sur une personne, parfois en fait on a des centaines, enfin c'est pas des centaines, mais des dizaines de témoignages de choses, de faits très très graves, et notamment en fait d'agressions sexuelles dans sa boulangerie, puisqu'après l'article du Nouvel Obs est sorti par Colline Claveau-Mechevant, qui parlait effectivement en fait d'olives. Et là, j'ai pas voulu en fait vraiment traiter moi, comme d'habitude, comme je le fais habituellement, les témoignages sur le compte, parce que le monde de la cuisine, peut-être qu'on y reviendra après, nous c'est un secteur qui est un secteur très différent du secteur que je connais très bien de la com et de la pub, et c'est un secteur violent, et il y a beaucoup de violence aussi physique. C'est un secteur que je connais moins bien et que je maîtrise pas trop, donc même si le droit du travail s'applique de la même manière, j'ai préféré effectivement donner cette affaire-là à une journaliste. On a reçu d'ailleurs Nora Bosoni ici, qui connaît très bien ces questions-là, et effectivement... Colline Claveau. Non, on a reçu Nora Boisoni qui a travaillé aussi sur ces questions-là, sur les questions d'alimentation. Ah oui, Nora, bien sûr, oui, sur les violences en cuisine, bien sûr. Oui, je crois que quand on parlait de ça, je fais de l'autopub pour les émissions passées. Mais oui, effectivement, secteur très particulier, que ce soit en termes de, justement en termes de droit du travail, est-ce qu'il s'applique exactement pareil dans les cuisines, la question se pose aussi. Mais effectivement, il y a eu des dizaines et des dizaines de témoignages de violence, avec en plus un truc un peu de prestige de la cuisine en France, où ça incite aussi les gens à un peu moins parler. Mais toi, tu as pu faire des événements aussi avec des gens qui parlaient de ces violences en cuisine, tu as pu discuter un peu avec des gens de ce secteur-là, ça t'a fait aussi découvrir peut-être d'autres types d'abus. Oui, et notamment avec Camille Aumont-Carnel qui est derrière le compte Je dis non chef, qui a travaillé en fait en cuisine et qui continue aussi de faire de la cuisine et qui maîtrise très très bien ce secteur-là. Et donc on a fait des cross-posts, c'est-à-dire qu'on a publié sur nos deux comptes ces témoignages-là et le Nouvel Obs, etc. Et oui, donc moi j'ai compris que ce secteur, en fait, dans ce secteur, il y avait beaucoup de violences physiques. Ce qui n'est pas le cas par exemple dans la com et la pub, ou alors très rarement. Donc c'est très différent, et puis il y a ce côté très militaire, très oui chef, très différent des autres milieux, enfin en tout cas des milieux que j'ai l'habitude de traiter. Donc là, oui, c'est autre chose, et c'est vraiment de la violence. Alors, on a effectivement du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, et des agressions sexuelles, mais on a aussi beaucoup de violence physique. Oui, qui est très normalisé, qui est considéré comme ça fait partie de la formation, limite à certains moments, c'est assez impressionnant effectivement. Et comme les chefs l'ont vécu 10 ans auparavant, avant d'être chef, en fait ils estiment que c'est comme ça qu'on fait de la bonne cuisine, quoi. En fait, et il n'y a pas d'horaire en plus, il n'y a vraiment pas de limite dans ce secteur-là, et pourtant le droit du travail s'applique de la même manière. Puis il y a vraiment une omerta aussi, parce que ça reste un milieu où tout le monde se connaît en fait, et donc c'est ce qu'il essayait d'utiliser en tout cas avec les personnes qui ont témoigné, c'était de dire si tu parles en fait moi je tue ta carrière. Et donc c'est vrai que dans des milieux comme ça c'est beaucoup plus on peut beaucoup plus facilement avoir le bras long, surtout quand on a fait Top Chef et qu'on a autant quand on a un grand réseau, quoi. Et on ne parle pas de Francky Vincent, le restaurant à Nescar. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une chanson de Francky Vincent. Ah oui. Sur quand il avait ouvert un restaurant et que c'était mal passé. On va pas écouter la chanson de Francky Vincent pour des questions, entre autres pour des questions de droit, mais pas seulement, entre autres. Qu'il est tôt aussi. Oui, et oui. Justement, on parlait de ces questions d'autres secteurs. En parlant avec des personnes d'autres secteurs, on a parlé des différences avec le monde de la cuisine. Est-ce que tu as vu des similitudes, des choses que tu pensais peut-être un petit peu uniques au secteur des agences, ou au contraire, est-ce que tu as vu des spécificités au secteur des agences de com, des agences de pub, dans la façon dont s'exercent les violences? Oui. La pub, en fait, c'est un peu un milieu cool. Enfin, c'est un peu le milieu, venez comme vous êtes, t'arrives avec, t'arrives habillé comme tu veux, tatoué, peu importe en fait, il y a vraiment ce truc, on est cool dans la pub. Et en plus, moi je travaillais en créa, donc moi j'étais conceptrice, rédactrice, donc c'était vraiment en plus la créa dans la pub, c'est vraiment le summum de c'est trop cool quoi. Et en fait, il y avait aussi beaucoup, moi je suis arrivée en 2010, donc c'était assez différent peut-être des années 90, mais il y avait encore quand même ce côté très alcool, drogue, soirée. On faisait des soirées,
j'imagine plus ça aujourd'hui. Et je me souviens notamment d'une soirée, par exemple, dans une grande agence de pub, je vais pas la citer, mais en gros, un ventre-glisse, où on était tous en maillot de bain, il y avait des gens carrément à poil, tu vois. Et en fait, à l'étage du directeur financier, et en fait, on faisait du ventre-glisse à minuit en fumant des clopes dans l'open space, et en buvant voilà, l'alcool et avec de la drogue dans tous les bureaux, quoi. Ouais, ça passe un peu à l'ambiance de soirée de médecine, ce genre de choses. Ouais. Exactement. Et en fait, voilà, il y avait aussi les charrettes, ce qu'on appelle les charrettes dans la pub, c'est quand on travaille tard. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu, quoi. Enfin, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui parce que quand je vais dans les écoles, par exemple, pour parler dans les écoles de pub et de com et pour parler en fait des violences dans la pub, le terme charrette, par exemple, la Gen Z, ils connaissent pas du tout. Ça leur parle pas. Donc ça veut dire que bon, déjà il y a eu des choses qui ont bougé. Après, on dit le crunch maintenant, mais c'est vrai. Dans le secteur du jeu vidéo, c'est des moments où les gens du jeu vidéo doivent travailler des semaines de dingue pour terminer un jeu. Les crunchs. Ouais. Ah, je connaissais pas. Bon, ça y est, vraiment 40 ans bientôt, c'est horrible. Oui, voilà, donc il y avait des charrettes, donc on finissait à 1h du matin, 2h du matin en étant payé genre vraiment au lance-pierre. Et en fait, on trouvait pas ça très dérangeant. Moi, quand je disais ça aux étudiants où je faisais des conférences, ils étaient choqués. Ils disaient, mais à quel moment, en fait, c'est kiffant de travailler jusqu'à 1h du matin. Et nous, il y a un moment, on a trouvé ça cool, quoi. Et en fait, on rentrait, on avait le taxi payé. Enfin, on était payé, je sais pas, 1500 € par mois à travailler comme des dingues. Et en gros, après, voilà, on avait ces charrettes, ces soirées, voilà, parfois, moi j'ai souvenir même qu'on dormait, on faisait des nuits blanches, et puis on dormait dans les toilettes de l'agence, et puis on allait retaffer 1 heure après. Enfin, je sais pas, on parle des années 2010, quoi, donc j'imagine même pas ce qu'il y a dans les années 90. Mais oui, voilà, c'est cette culture du cool. Dont on participait tous en fait à cette culture-là. Puis le brouillage total entre vie privée et vie pro. Ah non, mais il n'y avait pas du tout en fait de limite qui était fixée entre la vie pro et la vie pro. On parlait pas du tout d'équilibre entre les deux, chose dont aujourd'hui on parle beaucoup plus. Donc non, c'était vraiment le tout est permis en fait. Et puis comme on avait l'impression que c'était assez normal, en fait on n'arrivait pas du tout à se dire bah tiens ça c'est pas légal, quoi. Moi j'ai le souvenir aussi parce que en fait c'est vrai que la libération de la parole, enfin en tout cas MeToo, a à peine 10 ans. Donc il faut s'imaginer qu'à l'époque, avant ça, quand on voyait, je sais pas, des choses sexistes, du harcèlement sexuel, etc., on ne pouvait pas les nommer ces choses-là, on n'avait pas les mots. Le sexisme, en fait, c'est assez nouveau comme terme. Enfin moi, en tout cas, il y a quelques années, avant MeToo, je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, j'avais vu dans un bureau, je me souviens, alors à ce moment-là, on se disait c'est pas normal, mais on ne pouvait pas poser les mots. Je me souviens dans un bureau un jour avec un directeur de création, donc c'est celui qui est censé en fait valider nos créas avant qu'elles partent vers le client, si je peux caricaturer un peu. Et en fait, dans le bureau, il y a une femme qui présente en fait sa présentation, voilà. Et en fait, le directeur de création, il lui parle super mal, donc il dit c'est de la merde ton truc. Ça, c'était hyper répandu aussi de parler comme ça. C'est vraiment de la merde. Et en fait, elle se met à pleurer et elle part du bureau. Et donc là, il dit mais là, c'est règle ou quoi? Et ça, moi je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit waouh, c'est un peu dingue ce qu'il vient de dire, mais pas du tout. Ah, c'est sexiste ça. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on a aussi des mots qui sont posés, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, en fait, de pouvoir, quand on a les termes, quand on a les définitions, en fait, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aussi dire que la situation qu'on voit ou qu'on vit, elle est hors du cadre légal, quoi. J'avais un témoignage effectivement par rapport à ce que tu disais sur la normalisation. Il y a David 7540 qui dit j'étais en agence il y a longtemps et les charrettes on en était même fiers. Je me faisais réveiller par la femme de ménage le matin avant de me remettre au boulot. Mais non mais oui, enfin pour dire à quel point c'était normalisé en fait. Et limite on aimait bien ça, quoi. C'est vraiment dingue. Moi encore une fois quand je fais des conférences et tout, les étudiants ils ont vraiment du mal à se dire qu'on pouvait aimer faire des charrettes ou même maintenant travailler plus de 3-4 ans dans le même endroit. Enfin, il y a vraiment des choses aujourd'hui qui sont... voilà, on n'est plus du tout... on n'accepterait plus du tout ça, donc... Takemaru dit c'est vraiment le même délire que le crunch dans le jeu vidéo. C'est vraiment ça, les gens qui témoignent des développeurs du jeu vidéo. Certains jeux sont développés en état de crunch permanent. Dans le dev tout court, on a le crunch. Donc c'est le même principe exactement que la charrette. C'est
Parfois c'est permanent effectivement, mais c'est vraiment le jeu va sortir, donc on travaille jusqu'à pas d'heure. Bah, Ubisoft, parlons-en. Enfin, Par exemple. Ubisoft, hein, par exemple, qui traverse une crise assez inédite, et notamment parce que voilà, il y a plein de limites qui sont absolument pas respectées. J'ai parlé avec un salarié d'Ubisoft il n'y a pas très longtemps que j'ai croisé un peu au hasard et qui me disait qu'en plus, voilà, en interne, comme ils n'entendent pas du tout les réclamations, enfin des personnes qui vivent ces violences au travail, bah voilà, ils sont pas bien, tout le monde a envie de partir, puis il y a un plan social. Enfin, bon, bref, c'est vraiment le milieu du jeu vidéo aussi est en crise, quoi. T'as un peu parlé de conférences, parce que c'est aussi une activité de formatrice, je l'ai un peu dit au début. Est-ce que tu peux expliquer comment tu es venu à la formation? Puis après on parlera peut-être aussi de comment repérer éventuellement des comportements problématiques, toxiques dans le monde du travail. Oui. Alors, c'est vrai que voilà, quand on fait du naming shame, quand on dénonce sur un compte Instagram, on se demande un petit peu aussi comment est-ce qu'on peut agir plus concrètement et faire un peu bouger les lignes, peut-être à travers, oui, des formations, parce que tout passe par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réclame un petit peu, assez souvent même, des formations pour les managers, parce que, en fait, en France, il y a vraiment ce truc de, quand on fait bien son travail, on est promu manager. En fait, il n'y a pas, comme si c'était le même métier, mais juste, voilà, on a des gens à gérer alors que ça n'a aucun rapport et que en fait ça s'apprend de gérer les gens. Donc on a aussi effectivement en fait dans notre personnalité des choses qui peuvent aider comme l'empathie, l'écoute, etc. Mais il y a aussi des choses qui s'apprennent et en fait tout part aussi de comment est-ce que je gère une équipe et aussi quelles sont les définitions en fait à connaître pour savoir si je dépasse la limite entre le harcèlement, enfin entre l'exigence pro et le harcèlement. Tout part de là. Et encore une fois, c'est toujours aussi une question en fait de sensibilisation et d'information. Et donc, la formation, elle m'est venue parce qu'il y a une association qui s'appelle les Papillons Blancs. En fait, c'est une association pour les personnes qui aident les personnes en situation de handicap. Et en fait, ils m'ont demandé de former une cinquantaine de managers. Donc sur 3 jours, donc j'ai créé mon doc, voilà, je me suis renseignée, j'ai demandé beaucoup de conseils aussi pour faire cette formation-là. Et en fait, c'était une formation sur 3 jours. Et la première journée, en fait, c'est marrant parce que quand ils me voient arriver, ils se disent c'est pas une petite meuf là qui va nous apprendre la vie, alors que nous on a un bagage de dingue et qu'en fait on travaille en plus dans une asso comme les Papillons Blancs, une asso qui a des personnes en situation de handicap, donc c'est hyper dur au quotidien. Et en fait, la première sensation qu'ils ont, c'est en fait, elle va rien m'apprendre, quoi, parce que elle connaît pas notre secteur, etc. Et en fait, la question est posée de est-ce que vous pensez avoir déjà été auteur ou autrice de harcèlement? Donc évidemment non. Ou victime? Non. Et en fait, arrive là, quelques heures après, les définitions de tout ça. Et en fait, quand ils ont les définitions, ils commencent à se dire tiens, en fait, j'ai déjà été victime, et donc peut-être que je reproduis aussi un schéma quelque part. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, on coupe la formation CLR est sur 3 jours, 3 demi-journées, et entre chaque demi-journée, en fait, ils retournent au travail. Donc en plus, avec ce qu'on s'est dit, ils retournent au travail, donc ils voient, ça y est, ils ont mis des nouvelles lunettes, et ils voient les choses différemment, et quand ils reviennent le deuxième jour, ils disent ça y est, en fait, c'est quand même plus clair pour moi. Et puis, il y a tout un truc de l'introspection aussi, où en fait, ils doivent repenser à ce qu'ils ont dit, fait, et ce qu'ils ont vécu. Et là, moi, en général, ils sont très remués. Parce que c'est forcément aussi une formation qui doit passer par cette introspection-là pour pouvoir après avancer avec les nouveaux outils que je leur donne. Donc ça va être des outils, effectivement, d'abord de définition, parce qu'ils pensent les connaître. Est-ce que vous connaissez le harcèlement sexuel? Bah oui, bien sûr. Parce qu'en plus, parfois, il y en a qui sont au CSE, donc ils se disent, mais évidemment, je connais. Qu'est-ce que le harcèlement moral? Qu'est-ce que le harcèlement sexuel d'ambiance? Par exemple, dans le chat, dites-moi si vous savez, si vous connaissez la définition, parce que par exemple, ça, on ne connaît pas du tout. Qu'est-ce que une agression sexuelle, etc. Et puis à partir du moment où ils ont les définitions, voilà, tout va devenir un peu plus clair, et puis on va pouvoir travailler vraiment en profondeur sur ces questions-là, sur ces sujets, et puis voir en fait après, avec tous les outils qui sont donnés, comment est-ce qu'ils les mettent en place en tant que manager. Et donc on travaille par groupe de 10 pour qu'il puisse aussi y avoir une libération de la parole et qu'ils puissent se sentir à l'aise. Et puis ensuite, le mettre en application, et puis après il y a un retour pardon, sur la formation pour me dire ce qu'ils sont appris. J'ai fait un petit sondage avec ta question sur le chat. Connaissez-vous la définition du harcèlement sexuel? Oui, non, pas sûr. Pour voir un petit peu où ça en est. C'est sûr de ce que c'est au niveau de la loi. Oui, mais sauf que la plupart du temps, les gens disent oui.
Tu sais, comme quand on pose la question, notamment parfois aux hommes, est-ce que vous savez piloter un avion? Oui. Mais non. Et en fait, la plupart des gens disent oui. En fait, quand on leur demande la définition, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on leur donne, en fait, ils disent ah oui, non, en fait, je savais pas que ça commençait là et que ça finissait là. C'est ça qui est hyper intéressant. Là, il y a beaucoup de pas sûrs, les gens sont très prudents dans c'est dans bon le parce chat. que j'ai dit aussi que sinon c'était des menteurs. Mais non, c'est le public qui est Non, excellent. après, il y a une enquête qui est sortie en 2022, Calice Social Ipsos, qui a justement fait un sondage sur ces sujets-là. Et effectivement, il y a aussi la question de est-ce que il y a une personne sur 3 en tant que manager en fait qui ne sait pas s'il a été qui a été auteur de harcèlement sans le savoir, quoi. C'est intéressant de parler de ça parce que toi, quand tu as commencé à faire des formations, c'est-à-dire être confronté à des personnes qui elles-mêmes avaient pu être auteurs de harcèlement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans la façon dont les formations se passaient? Est-ce que tu as été, je sais pas, par exemple, agréablement surprise des réactions de remise en question ou à l'inverse, les gens étaient plutôt hostiles? Qu'est-ce que tu en as pensé? Au début, ils sont hostiles parce qu'ils se demandent un peu où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, voilà. Et non, à la fin, en fait, ils sont retournés. Parce qu'en fait, ils ont été obligés de remettre en question des schémas qu'ils mettaient en place depuis des années. Et en fait, ils ont compris aussi, alors après c'est 3 jours, hein, mais voilà, ça demande aussi d'aller un peu plus loin peut-être et d'aller se demander pourquoi ces schémas-là sont reproduits de manière assez systématique. Mais en fait, c'est vrai que en fait, ils comprennent mieux aussi pourquoi ils sont devenus comme ça. Parce qu'en fait, ils ont connu ça, donc ils estiment que c'est comme ça qu'on doit faire. Et non, à la fin, ils sont... en fait, il y a quasiment la moitié qui pleure pendant la formation. Ah oui, à ce point-là. Oui, alors qu'au début, on s'est dit, la barrière, j'arriverai pas à la franchir. Mais l'introspection est tellement forte, parce qu'ils vont revenir sur des choses qu'ils ont vécues, et voilà, et qui se sont pas toujours, qui n'ont pas toujours été assez évidentes pour eux, parce que quand on donne les définitions, en fait, ils sont en capacité de se dire, c'est pour ça que c'est hyper important. Franchement, la définition, on peut se dire, en fait, c'est bon, j'ai été victime. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience aussi sur le fait qu'ils ont, été victimes, et ensuite, 2, peut-être auteurs, derrière. Donc, forcément, c'est très remuant comme questionnement. Il y a Luc Hanekin dans le chat qui dit le harcèlement, c'est à partir du moment où ton manager te parle. Ok, ça travaille dur ici. J'ai fait des actions au début de mon parcours pro que je ne ferais pas aujourd'hui, même si tes intentions n'étaient pas de nuire. Je pense que j'ai clairement fait des actions qui ne sont pas folles du tout, dit Takemaru dans le chat. En plus, il faut aussi imaginer que l'intention de nuire ne compte pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes manager et que vous vous retrouvez en justice parce que vous avez été auteur ou autrice de harcèlement, en fait, si vous dites bah oui, mais j'avais pas l'intention de nuire, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le droit du travail s'applique, que vous ayez eu l'intention de nuire ou non. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les définitions. Oui. Puis même connaître les actes en eux-mêmes, parce qu'on parle beaucoup d'ambiance toxique, de comportement toxique. Je trouve que c'est un mot qui est un peu large, qui peut couvrir beaucoup de choses. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça désigne en particulier? Sur quoi tu insistes dans tes formations? Quel type de comportement? Qu'est-ce qui est le plus courant en fait dans ce qui pose problème au travail? Alors, en fait, ce qui est le plus courant, il le disait en rigolant quand mon manager me parle, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de red flags aujourd'hui qui sont beaucoup plus évidents qu'avant parce qu'on peut les nommer. Moi, je dis déjà, les red flags, ils peuvent être identifiés lorsqu'on a une annonce de recrutement. Quand on a une annonce de recrutement, on peut voir dans l'annonce de recrutement, on est une grande famille, si tu comptes pas tes heures, viens chez nous, on a un baby-foot. Enfin voilà, déjà, aujourd'hui, la génération Z, elle est très alerte là-dessus et ils se disent, bon bah en fait non, moi je vais pas là-bas parce que en fait, pour moi, ça veut dire que déjà, c'est hyper toxique comme ambiance. Et ensuite, pendant l'entretien, on a aussi la capacité, la possibilité en fait d'écouter un peu ce qu'on ressent quand on a la personne qui arrive en retard, qui ne s'excuse pas, quand elle pose des questions en fait qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc c'est forcément illégal quand ça n'a pas à voir avec le travail et qu'on nous demande est-ce que vous voulez des enfants, est-ce que vous êtes mariés. Enfin voilà, quand ça n'a aucun rapport avec le travail. En fait, on peut se passer, on n'est pas censé poser ces questions. Et puis, voilà, quand on passe l'entretien et qu'en fait, on passe dans les open space et qu'on voit que tout le monde a l'air un peu abattu de sa vie, on se dit, bon, bah, peut-être que voilà. Il faut vraiment écouter ses ressentis, c'est hyper important. Et en fait, les red flags, ils peuvent vraiment être assez évidents quand on regarde bien. Et ensuite, quand on est dans l'entreprise, moi, si je peux prendre mon cas personnel, quand j'ai fait mon burn-out, en fait, je suis restée
combien de temps je suis restée? 4 mois dans l'entreprise. En fait, quand je suis arrivée, il y avait une dizaine de personnes, donc voilà, ils étaient 10, hein, mais c'est pas le sujet, c'est surtout qu'en fait, ils avaient tous 2 mois d'ancienneté, quoi. Ouais, un gros turnover, c'est Un gros inquiétant. turnover, oui, voilà, et même une annonce de recrutement qui revient tous les 2 mois, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à garder la personne parce qu'en fait, c'est certainement toxique en interne. Et donc moi, je me souviens déjà que je m'étais dit, oula, ils ont pas plus de 2 mois d'ancienneté. Ils sont 10, et la boîte elle a quand même plus de 10 ans, et c'est un truc qui cloche, quoi. Et puis après, je me souviens que la personne, alors pas le président de la boîte, mais une personne assez haut placée juste en dessous m'avait prise dans son bureau pour me dire, pour critiquer un peu tout le monde en interne, pour me dire alors elle, c'est la folle du bus, lui, en fait, faut pas lui faire confiance. Enfin bref, en fait, c'est divisé pour mieux régner. Donc on a aussi souvent ça qui est fait par les managers. C'est cette ambiance de rumeurs, un peu de cours de collège, Ouais, de harcèlement sur Et- les personnes. Exactement, ouais, voilà. Et puis voilà, après, moi je me souviens aussi que dans cette agence-là, moi j'étais en créa, donc en créa on a normalement le temps de réfléchir. Moi quand j'étais dans une autre grosse agence, on avait du temps quand même de réflexion pour penser créa. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette boîte-là, on m'a dit, par contre, que je te vois pas te tourner les pouces et être assis sur rien à tête pour réfléchir. En fait, on réfléchit dans sa douche, quoi. On réfléchit aux toilettes et tout. J'étais là, waouh, ok. Donc voilà, en fait, il y a aussi ce truc de avec les réseaux sociaux, avec tout, enfin l'IA, il y a aussi ce truc de on peut faire vite et bien. Enfin, ils pensent qu'on peut faire vite et bien. On le voit aujourd'hui dans certains cas. En fait, la plupart du temps, c'est vite et mal, parce qu'il n'y a pas le temps de réflexion, pas le temps de prise de recul, et on est dans un truc de il faut aller très vite, il faut réagir vite, et c'est très épuisant pour les équipes. Donc voilà, la toxicité, elle passe par plein de choses, elle passe aussi par, par exemple, quand on est plus de 10 personnes pendant minimum 1 an dans une société, il y a l'obligation d'avoir un CSE, et en fait, parfois, c'est pas forcément affiché dans les couloirs, la volonté vraiment de cacher, que les gens ne sachent pas vraiment vers qui se tourner s'il y a un problème. Voilà, ça va être des petites choses aussi, hein, voilà, de pas croire les salariés quand ils remontent une info. Et puis en général, en fait, quand on remonte une info en tant que salarié, c'est pas le mec ou la personne ou la femme qu'on a remonté qui part, c'est la personne qui a dénoncé, Ouais. quoi. Et ça, on y est encore, en fait. Donc, moi, c'est pour ça que je suis très contente que les lignes bougent, mais en fait, pour moi, on est quand même encore là-dedans. La peur de dire, la peur de parler, parce qu'on voit aussi, hein, la plupart des gens qu'on dénonce, en fait, ils retrouvent du travail, et puis celles et ceux qui ont dénoncé, ils galèrent. Ouais. En tout cas, effectivement, dans tous les cas, je suis en plein dedans, Guéranel, bon courage. Bon courage à toi, j'espère que ça va. Je vais revenir sur cette question-là, parce qu'on a un peu parlé des CSE, mais on peut parler aussi de l'aspect collectif. Au-delà de la formation des managers, il y a aussi la question de l'organisation collective des salariés. Est-ce que toi, tu as essayé de créer des liens avec, par exemple, des syndicats, inciter les gens à aller vers la médecine du travail, enfin, un peu avoir recours à leurs droits collectifs dans l'organisation du travail, ou est-ce que je suppose que dans les agences, c'est pas vraiment la culture syndicale hyper implantée? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Non, c'est vrai que moi, quand j'ai créé le compte, j'ai tout de suite été approchée par un syndicat. J'étais anonyme, donc moi, j'avais pas du tout envie, en fait, de les rencontrer parce que j'avais peur. Pas de peur d'eux, hein, mais tout simplement, voilà, peur. Et en fait, je vois bien qu'aussi les gens, c'est pas qu'ils croient pas forcément au syndicat, mais ils ont l'impression que c'est un peu archaïque comme truc, quoi, et qu'aujourd'hui, on passe par d'autres biais. Je dis pas du tout qu'ils servent à rien, loin de là, ils ont fait bouger les lignes, et évidemment, mais dans le secteur pubcom, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a aussi cette volonté, en fait, de faire bouger les lignes en témoignant sur des comptes Instagram, sur les réseaux sociaux, peu importe. Et puis voilà, ils se sentent aussi plus en sécurité et plus, je sais pas, peut-être même mieux protégés. Je sais pas, ils comprennent pas trop non plus. Enfin, c'est pas évident aussi de savoir comment ça fonctionne un syndicat et à quel point on peut faire confiance. Ils n'ont pas tous confiance. Et puis la médecine du travail, oui. Alors moi, je les redirige aussi vers ce qui est déjà. En fait, moi, j'incite pas les gens à témoigner sur des comptes comme les comptes balance. En fait, je les insiste aussi à avant essayer d'agir avec ce qu'on a dans les boîtes, hein, qu'on a normalement dans tous les secteurs, c'est-à-dire voilà, RH, médecine du travail, etc. Après, il faut vraiment aussi se dire, tiens, quelles sont les limites de chaque personne vers qui je peux me tourner. Parce qu'on a aussi les RH parfois, en fait, qui sont très proches de la direction, ils ont un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, quoi, parce qu'ils sont eux-mêmes salariés, et en fait, s'ils commencent à dénoncer des choses, ils risquent aussi leur place. Enfin bon, bref, il y a tout un truc assez complexe. Donc c'est pour ça que moi, je les incite, prime abord, à se tourner vers le CSE.
Après, moi, j'avais aussi une grosse boîte qui avait un CSE à qui mettait la pression, en fait, la direction à qui mettait la pression. Ils avaient même que crever les pneus d'un mec du CSE parce qu'il était beaucoup trop pro-salarié, il était à fond pour les aider et tout à changer les choses. Donc en fait, eux aussi, ils vivent, même s'ils ont une protection salariale en plus, en fait, ils vivent aussi des pressions. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là aussi, en fait. C'est parce que tout ce qui existe a ses limites et en fait, on n'a pas d'autre choix que se faire parfois justice soi-même, quoi. Parce qu'on a la justice, hein, on a tous ces institutions-là qui existent aussi et qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Et en fait, on est obligé de passer par d'autres biais. Moi, je fais pas ça par gaieté de cœur et aucun compte Instagram, parce que je connais quand même beaucoup de personnes qui tiennent des comptes par secteur. En fait, c'est très difficile quand on reçoit des menaces de mort, quand on a des procès pour diffamation. Enfin, moi, je demande aux étudiants parfois s'ils ont envie de faire ça, connaissant un peu tous les tenants et aboutissants. Il n'y en a pas un qui lève la main. Voilà, après on a choisi de le faire on essaye de tenir comme on peut, grâce aussi aux gens, mais en fait c'est un peu triste de se dire qu'on est obligé de faire ça parce que le système ne fonctionne pas en tant que tel. Ce que dit Apex Twin dans le chat, syndicat très connoté vieille époque, surtout chez les jeunes salariés, il faut souvent qu'ils rencontrent leur premier vrai conflit, problème d'entreprise pour comprendre l'intérêt du syndicat. Ouais. Est-ce qu'on pourrait tourner un peu le bout du micro, parce que j'ai pas réglé Noise Gate parce que j'ai oublié évidemment. Comme il y a eu le Festipart le week-end dernier, j'ai pas réglé le son. Oui, mais effectivement c'est une question intéressante, comment tu articules aussi ces questions de prise de parole publique avec des modes de mobilisation peut-être plus classiques, comme je sais pas, la grève par exemple, ou avoir recours à des syndicats, tout ça pourrait effectivement, on pourrait penser à une articulation. Mais je trouve que tu as raison, c'est dur de naviguer parfois quand on ne connaît pas dans les syndicats d'une entreprise, d'autant plus qu'il peut y avoir des syndicats plus ou moins proches de la direction. Ça pose tout un tas de questions. Oui, voilà, pas tous, mais en fait, encore une fois, chaque personne vers qui on peut se tourner, chaque collectif, chaque institution a ses limites, en fait. Ils sont là pour nous protéger, mais il faut vraiment, en fait, identifier vers qui on peut vraiment se tourner. Et en fait, la plupart du temps, en fait, on se fait justice soi-même, on se tourne vers les réseaux sociaux pour que notre parole soit entendue, pour qu'on soit cru, parce que autrement, c'est un peu compliqué. Je remets ton compte Insta dans le... Je ne l'ai pas du tout mis, en fait, je le mets dans la barre de chat, ça vous pouvez aller voir le compte Balance Balancier, mais je pense qu'il y a plein de gens qui te connaissent, je vois plein de premiers messages dans le chat, je pense qu'il y a des gens qui sont venus depuis ta page. Oui, c'est ça, Karina, je viens de le mettre dans le chat, pas de souci. De toute façon, on a démarré un petit peu en retard, donc il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je dépasse un petit peu par rapport à d'habitude. On va dépasser jusqu'à 11h05 à peu près, je pense, comme ça rattrapera à peu près. Pour terminer, on a parlé des pressions judiciaires, mais des pressions aussi par message, on a parlé de messages privés plus ou moins sympathiques, mais il y a aussi quelqu'un qui a réussi à faire suspendre ton compte. Tu te retrouves aussi avec ce genre de pression-là, c'est-à-dire des vagues de signalements, ce que beaucoup de gens connaissent en ligne, quand il y a un contenu un peu militant, des vagues de signalement, des vagues de harcèlement, ça arrive beaucoup. Comment tu gères ça, toi ? Très mal. Non, c'est dur parce que, en fait, effectivement, quand est-ce que c'est arrivé la première fois ? C'était l'année dernière. L'année dernière, en fait, je vois que j'ai plus du tout accès à mon compte est suspendu. Et en fait, c'était pas du tout un signalement en masse, parce que c'est vrai que quand on a des comptes militants, féministes, on peut aussi avoir du signalement en masse. On a parfois des personnes qui créent des groupes sur Telegram avec beaucoup de gens pour d'un coup signaler en masse pour faire sauter les comptes. Ça, c'est fou. J'avais aussi eu, je digresse, mais j'avais aussi eu en fait en 2021 une personne qui m'avait acheté 80 000 faux followers. C'est assez simple et c'est pas cher. Je dis pas que vous faites le pas, s'il vous plaît, mais en gros, c'était pour qu'Instagram se dise, bah tiens, il y a un truc un peu suspicieux qui se passe sur ce compte, donc paf, on fait sauter, ou alors on shadowban. Et en fait, heureusement, après, mon compte n'avait pas sauté, mais en fait, il y avait une vraie volonté, en fait, qu'Instagram fasse supprimer et suspendre mon compte avec ses faux abonnés, parce qu'on n'a absolument pas le droit d'acheter des faux abonnés, des espèces de bots sur les réseaux sociaux, parce que Insta, Meta déteste ça. Et en fait, ça n'avait pas marché. Et en fait, après, je me retrouvais en plus avec le double d'abonnés avant l'achat des faux followers. Et du coup, quand il y avait des articles journalistiques qui reprenaient le nombre de followers, moi je me disais, voilà, en fait, ça fait vraiment gros compte, alors qu'en fait, la moitié était faux. Et bon, voilà, donc il y avait quand même eu des tentatives en 2021 et en 2025. Effectivement, mon compte a été suspendu. Et en fait, j'ai reçu un mail. C'est un mail de Meta qui explique effectivement ce qui se passe quand même. Qui disait qu'on avait fait sauter mon compte pour droit d'auteur. Donc il y avait la personne qui avait fait sauter mon compte, donc c'est Nino Ariad. Et en fait, droit d'auteur parce que j'avais fait une publication
où en fait on le fait tous, on met la photo des gens dont on parle en fait, tu vois, les photos, enfin les gens qu'on dénonce, etc. Il y a tous les comptes qui font ça, on reprend la photo de la personne et puis on la met sur un carrousel, quoi. Et là, il a trouvé la faille Meta, parce que c'est très malin aussi, hein, on va pas se mentir, de dire à Meta, elle utilise ma photo et c'est droit d'auteur et ça fonctionne pas. Meta, il déteste en plus qu'on enfreigne certaines règles, dont les droits d'auteur. Donc il y a pas de, en plus Meta, c'est très derrière, c'est bot, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'humain, hein, c'est très opaque, hein, comme truc. Donc il n'y a pas de réflexion, il se pose pas la question de tiens, droit d'auteur enfreint, paf, on fait sauter le compte. Donc mon compte a été suspendu et ça a été une galère sans nom de le récupérer vraiment, au point où en fait impossible de contacter Meta et j'ai dû carrément trouver une personne, c'est des gens qui m'ont envoyé vers cette personne, qui en fait avait encore quelques accès Meta, parce qu'elle avait bossé avec des influenceurs à l'époque, donc elle avait plus ou moins accès encore à une plateforme Meta pour accélérer ces procédures pour mettre des comptes en ligne. Et cette personne en fait, beaucoup de gens la connaissent parce que à part elle, il n'y a quasiment pas possibilité de contacter Meta, quoi. C'est un peu comme je vais appeler Internet, tu vois. Enfin, il y a personne, quoi, tu vois. Et elle fait payer ses services parce que c'est hyper chiant à faire. C'est pas, on appuie sur un bouton, quoi. C'est hyper chiant. Enfin, envoyer des milliards d'emails, plus des documents, des articles de presse. Enfin, c'est l'enfer. Et en gros, moi, elle a été super sympa parce qu'elle me l'a fait gratuitement. Mais à ce moment-là, j'ai mis 4 mois à le récupérer, à coup de messages et tout. Puis en plus, il faut passer l'étape des bots pour arriver à un humain, et ça, c'est long. Donc voilà. Et donc, j'ai récupéré mon compte. Et en fait, après, voilà, je continuais effectivement à mettre des articles, à mettre des photos et tout ça. Et en fait, il y a une autre personne, j'ai mis la photo d'une autre personne. Bon, j'ai un peu cherché, j'avoue. Mais c'est vrai, en fait, on se dit, mais c'est impossible de faire ça. En fait, on est obligé, quand on informe, on est obligé d'imager, de dire de qui on parle. On est habitué sur Internet à une plus de souplesse sur ces questions, sur des extraits vidéo ou photos. Ah non, mais là, moi je fais même pas ça, parce que là, moi, je sais que, voilà, les extraits vidéo, moi, mon compte, il saute automatiquement, parce que maintenant, tout le monde sait en plus comment faire. Nous, on est, en tant que lanceur d'alerte ou en tant que compte qui dénonce dans les secteurs et tous les balances, machin, en fait, on sait que on est aussi vraiment en ligne de mire et que ça peut sauter à tout moment, et notamment si on utilise des vidéos ou des photos avec le droit d'auteur. Donc il a trouvé la faille, très bien, mais voilà, il s'en est servi quand même 3 fois. Donc une première fois sur Balance Ton Agency, une deuxième fois sur mon compte perso Anne Boistard, et là une troisième fois sur mon compte Balance Ton Agency. Donc c'est une volonté en fait aussi de silencier. Parce qu'il dit droit d'auteur, mais à un moment, sa photo, elle est partout sur d'autres comptes quand il s'agit aussi de parler de lui en bien. Donc, c'est pas le droit d'auteur le problème. Je pense que c'est parce qu'on parle de lui tout court. Et il a aussi fait ça à Mousse sur YouTube, qui a un gros compte YouTube, qui parlait de lui. Et en fait, il a envoyé ses avocats en disant si t'enlèves pas la vidéo, on t'attaque en diffamation. Donc, la vidéo a sauté sur YouTube. Voilà, c'est vraiment une volonté en fait de faire taire toutes les personnes qui parlent en mal de lui, et ça, je trouve ça hyper dangereux, quoi. C'est des gens qui me font le plus peur, pour être très honnête. Et après, il m'a attaqué en diffamation contre le 31 mai 2027. Si vous avez si vous avez de la disponibilité, venez. Je suis attaquée avec Florence Mendes, qui est une humoriste qui a aussi parlé de lui et de ses coups de pression et de plein d'autres choses, évidemment, parce que on n'a pas le temps d'en parler, mais voilà, on est attaqué en diffamation. Donc c'est des procédures bâillons, c'est des procédures pour mettre la pression, pour nous assurer financièrement, moralement, enfin. Et après, en plus, ça se dit féministe avec plein de posts pour dire voilà, je suis pour les droits des femmes, et qui est en plus parrain d'une association féministe. Enfin voilà, le femme-washing est à son apogée, quoi. Comment on peut être parrain d'une asso féministe et faire sauter des comptes féministes et traiter de folles et hystériques les femmes en fait qui parlent. Enfin, je veux dire, il y a quand même, ça a l'air assez évident. Enfin, et en plus, il fait un sketch sur moi de 10 minutes à chacun de ses spectacles. Ouais. Ça y est, mon heure de gloire est arrivée. Ouais, à chacun de ces spectacles, moi, à chaque fois, je reçois un message en disant voilà, il a parlé de toi, etc. Donc moi, j'ai envoyé des gens filmer la scène que j'ai donnée à mon avocate pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ça, parce que c'est compliqué quand même. Quand j'ai reçu le sketch, j'en ai quand même pleuré, parce que c'est pas, même si on est habitué en fait, à mettre des coups de pression, à dénoncer, ça fait quand même jamais plaisir d'avoir quelqu'un qui, devant 7000 personnes à chaque fois, te traite de connasse et j'en passe. Donc, on parle de Nino Ariel. On parle de Nino Ariel, ouais. Ah, mais c'est extrêmement grave, je n'étais pas au courant du tout de ce genre de sketch. Très loin. Et aussi, il y a 2 humoristes qui sont très connus en fait,
qui ont fait un podcast avec une personne qui n'aime pas du tout, je vais pas la nommer, mais avec une personne qui n'aime pas, et donc il a écrit à ses humoristes en disant si vous enlevez pas cette vidéo, en fait je vous bannis des comedy clubs. Et ils n'ont pas enlevé la vidéo, ils n'ont pas cédé à la pression et ils ont effectivement été bannis en fait des comedy clubs. Ah oui. Ouais, voilà, donc moi je suis en contact avec eux, à voir effectivement voilà, comment on fait ça, enfin comment on utilise ça aussi pour le procès qu'on a l'année prochaine et tout, et en fait comment on visibilise aussi ces techniques de pression en fait qui passent aussi par un bras long, voilà, beaucoup de notoriété et la possibilité en fait de faire taire les personnes qui vont pas dans son sens quoi. Ouais. Bon, merci pour tout le message dans le chat. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait parler de l'avenir des projets éventuellement par rapport à ton compte, par rapport à d'autres choses que tu préparais? Est-ce que tu as des choses de prévues? Là, je travaille à la Fondation des femmes. Okay. Donc, autant dire qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Donc là, je suis en CDD jusqu'en décembre. C'est très intense. Je pense que vous avez toutes et toutes suivi un peu l'actualité. Donc, voilà, c'est vrai que c'est quand même, en tant que féministe, se retrouver dans ces associations-là, voilà, qui militent, qui luttent, et en plus qui gagnent en visibilité. Alors, elle l'était déjà, mais c'est vrai que voilà, on voit que les lignes bougent, qu'il y a vraiment une mobilisation, et donc c'est assez, alors c'est très très fatigant, mais c'est assez, en tout cas pour le niveau personnel, en fait c'est galvanisant d'être là au bon moment aussi pour faire un peu bouger ces luttes-là. Et après ça, j'ai quand même aussi envie, moi, d'essayer de pérenniser le compte Balance Ton Agency et d'essayer de trouver une manière, en fait, déjà que ça ne me coûte pas autant d'argent, parce que l'objectif, c'était pas d'en gagner, mais en tout cas, de pas en gagner, en plus de devoir 45 000 euros à son avocat. Mais voilà, comment pérenniser ça? Est-ce que ça se transforme en médias? Comment est-ce qu'on élargit ça, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être dans le monde du travail en France, parce qu'on est c'est quand même culturel en fait, hein, c'est les violences au travail. On est quand même champion du burn-out en France par rapport à l'Europe, hein, donc il y a quand même un sujet. Dominique Méda en parle très bien, c'est une sociologue sur le monde du travail, sur la culture du travail française. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait pour aller plus loin? Comment on fait bouger les lignes? Est-ce qu'on fait un média? Voilà, donc toutes ces questions-là, je me les pose. J'ai absolument pas le temps de me les poser en ce moment, mais voilà, à partir de 2027 et en plus avec tout ce qui se passe au niveau de la campagne électorale qui va de la montée du masculinisme et tout, c'est comment est-ce qu'on va vivre avec ça? Comment est-ce qu'on va lutter avec encore plus de pression sur les réseaux, de montée du masculinisme, de montée de l'extrême droite. Voilà, en tout cas, c'est un vrai truc à réfléchir pour 2027. Gros programme. Merci beaucoup Anne d'être venue discuter pendant cette émission malgré les problèmes techniques. On a fait quand même 57 minutes comme d'habitude, donc l'émission est de la même longueur que d'habitude. Macron il a dit qu'on est une grosse bande de feignasses, c'est vrai qu'il l'a dit. On ne répond pas à un drame par des cris. Ah. Il l'a dit. Il l'a dit. Et merci beaucoup à toi d'être venu. Toi aussi, merci à vous. Merci au chat. L'émission elle sera dispo dès la fin du live sur Twitch en replay, mais elle est aussi bien sûr mise en ligne sur YouTube dans le courant du week-end. Nous, moi je reste avec vous pendant encore jusqu'à midi pour la partie revue de presse, mais avant je fais une petite pause de 5 minutes bien sûr, le temps de trouver d'autres problèmes techniques peut-être, mais on va boire un café aussi. Merci beaucoup et on se dit à tout de suite et salut. Salut tout le monde.